Mindseeder. Malgré que nous ne passions pas une journée de notre semaine sans communiquer avec quelqu'un, j'entends beaucoup de personnes me faire part de leur difficulté à tenir une conversation, voire même à se faire comprendre. Je pense qu'il est important de rappeler qu'une conversation est avant tout un échange entre au minimum deux personnes sur un même sujet. Je porte de l'importance à cette définition car au final c'est un partage. Et pour obtenir une conversation harmonieuse, fluide, bienveillante, il faut apprendre à communiquer sans rien attendre en retour. Je l'entends dans le sens où cela doit se faire sans aucune arrière-pensée. Par exemple, dans le milieu professionnel, des managers m'expliquent qu'ils donnent des consignes, que tout le monde hoche la tête et pourtant personne ne réagit comme il voudrait. Dans la communication bienveillante, il n'est pas question de donner des ordres ou faire une injonction. Nous allons parler de soi, de nos ressentis, nos besoins. Dans le meilleur des cas, nous pouvons aller jusqu'à faire une demande. Cependant, nous évitons de commander. Peu importe votre posture, il faut accepter qu'une personne puisse avoir des idées divergentes aux vôtres, qu'elle puisse avoir envie de faire les choses différemment que vous, mais gardez bien en tête que bienveillance ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles et qu'on peut laisser faire tout et n'importe quoi. Dans ce cas précis, ce que nous essayons d'optimiser, c'est de nourrir la communication, d'amener notre interlocuteur à pouvoir s'exprimer en toute sécurité et librement. Nous essayons de lui montrer notre envie de faire avancer les choses et surtout notre souhait de comprendre son point de vue. Savez-vous quels sont les deux besoins les plus importants d'un employé avant son salaire ? Ce sont le besoin d'appartenance et d'accomplissement personnel. Donc faites-lui sentir qu'il fait partie d'un tout, d'une équipe, et qu'il a le droit de s'exprimer, de donner son avis. Ce qui nuit le plus à une conversation, c'est nos pensées. Alors qu'une personne est en train de s'exprimer, au lieu de se concentrer sur les mots qu'il emploie, nous sommes obnubilés parce que nous allons lui répondre. En gros, la conversation, ça donne ça. Moi, j'entends ça. Et je me dis à moi-même, vivement qu'il termine là, j'ai hâte de lui répondre ça. Puis je vais rajouter ça. Vous voyez, j'ai aucune écoute. Par moments, il serait préférable d'être neutre, de ne pas essayer d'interpréter. À la place, posez des questions. Faites de la relance, réutilisez des mots qui vous ont marqué dans son discours. Montrez-lui que vous êtes attentif. Attention tout de même, je précise une chose. Essayer de comprendre, être à l'écoute, ne veut pas dire être d'accord avec ce qu'il dit. Ne soyez pas hypocrite, nous ne sommes pas là pour donner un avis ou juger, seulement ouvrir de nouvelles portes à la communication. Nous allons imager ça rapidement. Vous êtes dans votre forteresse et vous attendez l'arrivée du roi Louis le Gros qui a des choses à vous dire. Soudainement, au loin, vous apercevez des hommes tirer un trébuchet. Et évidemment, votre première réaction, à la vue de cette menace, vous rappelez tous les paysans et faites lever le pont-levis. Il se passe exactement la même chose dans une conversation. Si la personne sent une critique, un sous-entendu, un jugement, de la colère, voire même une injonction, elle va activer le mode défensif et se renfermer sur elle-même. Et c'est ainsi que la ligne de bienveillance et de communication est rompue. C'est pour cette raison que ça me tenait à cœur de vous partager les 4 obstacles à la communication. Ce sont des blocages qui nous coupent des autres, mais aussi de nous-mêmes. Le premier, nous allons l'appeler la relation dominant-dominé. C'est un peu la caricature que l'on a du père de famille, froid, sans émotion, qui fait régner l'ordre dans la famille. Tais-toi et fais ce que je dis, sinon, gare à toi. Et le plus souvent, nous le faisons inconsciemment. C'est une liaison entre dominance et hiérarchie. Déjà, enfant, nous sommes obligés d'écouter les adultes, voire les personnes plus âgées. On nous inculque une première croyance, les grands ont forcément raison. Puis l'école, où nous sommes formatés à écouter un professeur, qui pour la plupart nous font croire que c'est la voie de la raison. Et nous entrons dans le monde du travail, où nous devons écouter notre hiérarchie. Tout ça dans un système qui nous dicte notre façon de faire et de penser. On va me prendre pour un anarchiste. Je redescends, mais c'était pour dire que nous avons toute notre vie pris cette habitude de subir ou prendre pour exemple cette relation dominant-dominé. Et c'est normal, on peut avoir cet effet miroir de se dire on a été dur avec moi, donc je vais être dur avec les autres. Cependant, si cela fait toujours partie de votre quotidien, vous remarquerez que c'est une barrière à l'obtention d'une communication sereine. Si nous faisons une introspection sur soi, nous remarquerons que nous avons déjà tous subi ou utilisé ce pouvoir.
La personne qui acquiert ce pouvoir se sent comme dans une bulle protectrice qui, je ne sais par quelle pensée, s'autorise à donner des ordres, menacer, censurer. Elle se retrouve avec la casquette du chef et profite de son statut. Pas besoin d'aller très loin, ça peut être tout bêtement dans une position de délégué de classe, capitaine de son équipe de foot, voire simplement être le grand frère. On s'autorise de plein droit de faire valoir ses exigences. Et de l'autre côté, on accepte que les choses se passent comme ça. Donc si vous avez été indirectement la victime, j'espère que vous réfléchirez à 2 fois avant de reproduire les mêmes erreurs. On ne résout pas le mal par le mal et ça ne changera pas votre vécu. Il existe encore une autre dominance qui, à mes yeux, est beaucoup plus grave, beaucoup plus fourbe. Je dirais même qu'elle est masquée. Elle se met en place délicatement, comme une araignée qui tisse sa toile. On l'appelle la dévalorisation. Ça commence par les moqueries à l'école, quand il y a un bouc émissaire. Même les plaisanteries peuvent avoir une sensation de coup de couteau. Il y a aussi les comparaisons pour montrer que ce que l'on fait n'est jamais à la hauteur. Montrer du doigt les moindres défauts. Faire culpabiliser la personne à travers de multiples reproches. Les personnes cherchant à dévaloriser deviennent manipulatrices, au point de faire la pluie et le beau temps, des punitions à la récompense. Tout ça pour qu'elle perde confiance, qu'elle se renferme sur elle-même, s'éloigne des autres, et qu'elle n'ait Dieu que pour son bourreau. Peu importe votre poste dans la société ou votre situation personnelle, familiale, même si vous avez un différend avec quelqu'un, n'essayez jamais de la dévaloriser. Vous êtes en face d'un être humain qui ressent des choses, elle mérite d'être traitée avec respect et accueillie avec bienveillance. Même si je suis allé loin dans ma description, ne vous transformez pas en bourreau. Le deuxième blocage que nous allons voir, c'est l'interprétation, la projection. En gros, c'est parler à la place d'eux. Ce blocage nous ramène à nos croyances qui sont le fruit d'une interprétation subjective. Elles sont basées sur notre histoire, notre vécu. Cependant, cela ne veut pas dire qu'on est la voix de la raison. Ma vérité n'est pas la même que celle des autres. Quand l'on se projette à la place d'eux, c'est le reflet de notre réalité et non celle du monde qui nous entoure, non celle de la personne qui nous parle. De notre point de vue, nous émettons un jugement sur les autres. Cela nous enferme dans une vision limitée qui n'est pas objective. Nous interprétons une situation avec ce que nous avons dans notre sac sans se questionner quel est le bagage de mon interlocuteur. Nous ne sommes pas en contact avec la réalité telle qu'elle est, mais plutôt avec ce que nous croyons qu'elle est. Il faut s'imaginer ça comme si je viens avec un paquet de cartes Uno et que vous êtes persuadé qu'on va faire un Monopoly. On ne va jamais s'en sortir. Peu importe que vos pensées soient positives ou négatives, on ne peut pas espérer que tout le monde pense pareil que nous, ni qu'elles aient la même logique. On ne peut pas non plus imposer notre façon de voir les choses, sinon cela s'appelle de la dictature, ce n'est plus une conversation. Si vous adorez les fêtes surprises et que vous en organisez une à votre conjoint, vous ne pouvez pas attendre d'elle qu'elle réagisse comme vous. Peut-être qu'elle ne vit pas les surprises de la même manière et ça, il faut savoir l'entendre et l'accueillir. C'est ce qui fait toute la beauté de la communication, mettre sa personne de côté et accueillir l'autre. J'imagine que si vous avez des enfants, qu'il y ait des nouveaux venus dans votre entreprise, ou que vous soyez un expert dans votre domaine essayant d'enseigner à d'autres, vous aurez forcément déjà utilisé cette phrase « je te l'avais dit » ou bien « je t'avais prévenu ». De prime abord, on pourrait croire que c'est une phrase bienveillante. Et en même temps, il y a ce fait de coller sur l'autre une étiquette, avec écrit « je le savais avant même que tu le fasses ». Même si je pense que dans la plupart du temps vous aurez raison, ce qui est légitime, ça ne le sera pas forcément à chaque fois. C'est un blocage à la communication, car il faut accepter que votre collègue, élève, apprenti, mari, femme, enfant, puisse apprendre, grandir, changer, voire même avoir raison. Il pourrait même bien exceller là où vous avez échoué. Donc vous pouvez exprimer à cette personne votre expérience, ce que vous ressentez. Cependant, ne projetez pas sur elle vos peurs, vos envies, vos craintes, voire vos réussites. On cherche bien souvent à protéger l'autre, lui offrir le meilleur, mais ne l'empêchez pas de tenter, d'oser. Elle en a besoin pour sa construction personnelle. Acceptez-le, avancez en communion, main dans la main. Le troisième blocage sont les pensées figées. J'aime aussi parler de pensées binaires. C'est un peu cette façon de simplifier les choses, d'en faire une généralité. Par exemple, au moment où je veux utiliser le passage piéton, une personne âgée arrive en voiture et manque de me renverser.
Donc, je pars du principe que les vieux ne savent pas rouler et qu'il faut tous leur retirer le permis de conduire. Personnellement, je trouve ça très réducteur qu'une chose en exclut une autre. C'est la pensée A égale B ou de cause à effet. A amène forcément à B. Écoutez autour de vous, il y a toujours ce genre de phrase, c'est soit ci, soit ça. Ah, si on fait ci, ça va amener à ça. C'est toujours pareil, tout le temps, ça changera jamais. Ça ne m'étonne plus. C'est comme cette pensée de ne pas avoir le choix. Je suis obligé de. Je ne peux pas jouer avec mes enfants parce que je dois faire à manger. Comme si ça ne pouvait pas être compatible. Et cette pensée aussi, soit tout blanc ou tout noir, t'es campagnard ou citadin, homo ou hétéro, artiste ou scientifique. Ne trouvez-vous pas ça limitant d'être toujours mis dans une case ? D'y voir toujours une opposition, une séparation, de devoir toujours prendre part à quelque chose, d'y voir le bien et le mal, qui a tort ou raison. Les risques de la pensée binaire est que cela amène automatiquement à une tension si la personne ne pense pas comme vous. Chacun restera retranché dans son camp à trouver le meilleur argument pour se donner raison. Une restriction se met automatiquement en place, ce qui nous amène dans une voie sans issue et forcément la conversation deviendra stérile. Voyez les débats politiques à la télévision. C'est un panel de croyances limitantes. Je rattraperai mes belles années plus tard. L'argent fait le bonheur. Si je suis en surpoids, je ne rencontrerai jamais l'amour. Je suis trop vieux pour faire ceci ou cela. Je viens de me faire larguer, je ne suis plus personne. Je n'ai pas de diplôme, comment veux-tu trouver du travail ? Voilà le genre de pensée figée que l'on entend à tous les coins de rue. Et ne vous méprenez pas, ça m'arrive bien souvent. Nous sommes déjà tellement durs sur notre propre jugement qu'au lieu de se plaindre, il faut arriver à la pleine conscience. Il faut arriver à être honnête avec soi-même, comprendre sa situation, se réconcilier avec soi et mettre des choses en place pour se libérer de toutes ces pensées figées. Le dernier blocage, et c'est celui qui me marque le plus, c'est le déni de responsabilité. Cela revient à se cacher derrière des excuses. On pourrait dire « je n'ai pas le choix, je n'y peux rien ». Cette habitude, on la prend très facilement pour ne pas assumer le choix que l'on vient de faire ou que l'on devra faire plus tard. Peu importe ce que vous choisissez, la réalité, c'est que nous avons toujours le choix. Je ne dis pas que le choix est facile, bienveillant ou logique. Je dis seulement que nous avons différentes options en face de nous et que même si vous décidez de ne rien faire, c'est prendre une décision. Ne pas intervenir quand une personne est prise à partie, c'est indirectement faire le choix de laisser faire, même si vous pensez que cela ne vous regarde pas. Quand une personne me consulte en me disant « je n'ai pas le choix, il faut que je travaille, je paie mes factures », non. Tout ça, ce sont des décisions prises qui doivent être assumées. Même si ce n'est pas facile, que ça la sort de sa zone de confort, elle peut très bien changer de travail, de mode de vie, mais ce n'est qu'en assumant cette réalité qu'elle pourra faire le premier pas vers le changement. Dans notre vocabulaire, on retrouve énormément de « il faut »,« tu dois ». On a toujours fait comme ça. Il met automatiquement en avant des habitudes, des croyances qui nous amènent à une injonction plutôt qu'à une prise de décision. Et au final, excusez-moi du terme, ça devient plus simple de jouer la victime que d'oser prendre ses responsabilités. Il est plus simple de se soumettre entre guillemets à une autorité divine que d'être honnête avec soi, sortir de sa zone de confort et oser, ayez de l'audace. Ce n'est pas une question de bien ou de mal, de juste ou de faux. J'ai fait un choix, maintenant quel en est le résultat et surtout quelle expérience j'en tire. Vous voyez, il n'y a aucun jugement, seulement de l'authenticité. On retrouve aussi régulièrement cette notion de sacrifice, comme dans les films. Continuez sans moi, je vais les ralentir pour vous laisser une chance. Un peu comme dans le triangle de Karpman, c'est le sauveur. Malheureusement, il ne le fait pas par choix. Pour lui, c'est une question de devoir, d'obligation. On fait pause sur cette scène. Je suis désolé, mais c'est toujours un choix. Il a décidé de faire le héros, c'est son problème. Après, s'il l'assume pas, c'est autre chose. Vous aurez beau critiquer le choix d'autrui, que vous ne pensez pas raccord avec vos propres valeurs, cependant, le choix qu'il fait est peut-être plus responsable et assumé que vous ne le pensez. Car il assume le choix qu'il pense être le plus approprié sans se soucier de l'approbation de son entourage. Et ça, c'est intéressant. On s'inquiète bien trop souvent plus du regard des autres que de notre propre bonheur. Nous pensons à tort que plus notre entourage nous porte de l'estime, plus l'on sera heureux. Mais je pensais que les gens devaient nous aimer pour ce que l'on était, et pas pour ce que l'on fait. Comment voulez-vous avoir une bonne conversation avec une personne si vous n'arrivez pas à être honnête avec vous-même ou si vous n'arrêtez pas de penser à ce qu'elle va penser de ce que vous dites ? Rien que cette phrase doit vous faire réfléchir et je pense que je vous ai perdu. L'authenticité, c'est quoi ? C'est utiliser le « je » plutôt que le « on ». Parce que le « on », c'est qui ? C'est le con. Et c'est personne. Donc assumez vos actes, assumez vos paroles. Arrêtez d'être esclave, devenez acteur de votre vie.
C'est comme dans les entreprises, j'entends toujours le on pense que, on dirait que. Non, soyez responsable, assumez vos dires, je pense que, je dis que. C'est pareil, arrêtez avec le il faut, dites je devrais ou il devrait, il n'y a pas de mal à être factuel. En choisissant cette voie, vous constaterez que vos paroles prendront une toute autre tournure, elles auront un impact beaucoup plus important. Je suis bien conscient que l'on ne fait pas toujours ce que l'on aimerait faire. Prendre une décision que l'on pense être juste n'est pas toujours confortable ou glorifiant. On ne peut pas sans cesse faire plaisir à tout le monde. Mais le simple fait de se sentir libre de faire un choix produit en nous une source de bien-être, de réconfort qui va changer votre façon de communiquer. Voilà, maintenant, si vos conversations prennent une tournure inattendue, vous y trouverez toutes les causes et les explications dans cette vidéo. Si vous ressentez un blindage de la part de votre interlocuteur, c'est probablement que vous avez maladroitement amené la conversation dans une impasse. C'est peut-être du fait que vous ayez eu une intonation dominante, peut-être un manque d'ouverture d'esprit par une pensée figée, une interprétation qui ne permet pas à la personne de s'épanouir, ou simplement des propos non assumés. Vous le remarquerez tout de suite, si la personne n'est pas réceptive, elle va réagir soit par soumission, rébellion, ou alors elle va essayer de manipuler. Elle va probablement acquiescer de la tête et faire tout autre chose. Après, si vous avez regardé cette vidéo, c'est que je pense que vous êtes soucieux de votre façon de communiquer. C'est un apprentissage qui prend du temps, vous ferez forcément des erreurs, mais si vous le faites avec honnêteté et bienveillance, vous constaterez très rapidement une amélioration et une harmonie dans vos relations. Allez, je vous sors une petite citation pour la fin. Le plus grand problème dans la communication, c'est que l'on n'écoute pas pour comprendre, on écoute pour répondre. À la prochaine, ciao ciao.